Pour le président de la République, pas question de remettre en cause le programme d'essai des bombes atomiques. Car cette arme, d'une puissance inouïe, est la clé de voûte d'une nouvelle doctrine, la dissuasion nucléaire. Pouvant être transportée à bord d'avions Mirage 4 et des futurs sous-marins lanceurs d'engins et missiles balistiques, la bombe atomique devrait permettre de dissuader quiconque voudrait s'attaquer à la France. Ainsi, les essais redoublent dans les atolls du Pacifique, tout comme les accidents. Le 17 juillet 1974, une nouvelle erreur dans les calculs donne lieu à la contamination de l'île de Tahiti, pourtant située à 1250 km du point zéro. Les autorités, conscientes des retombées, tant radioactives que politiques, choisissent encore une fois de garder le silence. Entre 1966 et 1974, 46 essais sont effectués à l'air libre sur Mururoa et Fangatofa. Mais les années 1970 marquent un tournant. L'essor de l'écologie et la multiplication des mouvements pacifistes mettent en lumière la pollution et les risques engendrés par l'énergie nucléaire. Ainsi, à partir de 1974, la France abandonne ses essais à l'air libre pour des tirs sous-marins, toujours à Mururoa et Fangatofa. Pour prouver l'inoffensivité de ces nouveaux essais, baignade et planches à voile deviennent autorisées dans le lagon de Mururoa. Mais le grand public s'insurge contre le maintien de ces tirs. En 1991, François Mitterrand, président de la République en exercice, annonce l'arrêt des essais nucléaires pendant 1 an. Cette décision, renouvelée à plusieurs reprises, est néanmoins brisée en 1995 par Jacques Chirac, son successeur, qui annonce une dernière campagne de tir. La nouvelle cause de vives protestations dans l'opinion française et internationale, obligeant le président à prendre une décision. Mes chers compatriotes, je vous annonce ce soir l'arrêt définitif des essais nucléaires français. Le 29 janvier 1996, 2 jours après avoir effectué un dernier test, la France annonce l'arrêt définitif de ses essais nucléaires. Entre 1960 et 1996, le pays a procédé à 205 tirs, dont une 50aine à l'air libre. Des essais qui ont mobilisé 150 000 civils et militaires, ont affecté de vastes territoires et dont les conséquences ont perduré longtemps après. Au début des années 2000, parmi ces nombreux militaires âgés d'à peine 20 ans au moment des tirs, certains dénoncent les conséquences des radiations auxquelles ils ont été exposés. En effet, nombreux d'entre eux ont développé un ou plusieurs cancers. Pour ces vétérans, pas de doute, ces maux sont la conséquence directe de leur participation aux essais nucléaires. Il faut attendre 2010 et une âpre bataille juridique et politique pour que la France reconnaisse enfin de façon officielle les dégâts sanitaires causés par son programme d'essais atomiques. Un comité est mis sur pied afin d'indemniser les personnes potentiellement contaminées. En 2021, 611 victimes ont été indemnisées, dont seulement 157 Polynésiens et un seul Algérien. Consciente de devoir faire face aux conséquences de sa politique, la France déclassifie, en 2013 puis en 2022, ses archives sur les essais nucléaires en Polynésie. Ces documents attestent du manque de considération porté à la sécurité des populations locales et des militaires engagés sur le terrain. Ces archives témoignent également de la volonté de l'armée et du gouvernement de passer certains accidents sous silence. Car la priorité était bien de mener les essais à leur terme, coûte que coûte, quitte à mentir à la population et à minimiser les risques et leurs conséquences. En Polynésie, tout comme dans le désert du Sahara, seul le secret était la règle. On ne pensait pas qu'il y avait des risques, quoi, à l'époque. Nous pauvres gars des appelés, on était appelés, on n'était pas engagés, on était appelés. Mais nous, ceux qui sont morts de ça, de cancer et autres, depuis très longtemps, des copains que j'avais, ça, eux, ils ne seront jamais sur un monument, quoi. Ils ne seront jamais là.
Vous l'aurez compris les amis, de nombreux militaires ainsi que les populations locales ont été soumis à des radiations et parfois contaminés. Mais la sombre histoire des essais nucléaires français ne s'arrête pas là. Il faut savoir en effet que certains militaires ont même été utilisés comme des cobayes humains. On est le 25 avril 1961 à Regan dans le Sahara et la France tire Gerboise verte, sa 4e bombe nucléaire. À cette occasion, l'armée a décidé de mener une expérience, un exercice de combat en plein bombardement nucléaire. Ainsi, quelques instants après l'explosion de la bombe, des militaires sont envoyés à quelques centaines de mètres du point zéro. Évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, la zone est encore très radioactive et les militaires sont donc hautement contaminés. Mais si cette expérience, comme de nombreux détails des essais nucléaires français, sont restés pendant des décennies cachés, il y a une affaire qui a immédiatement eu un retentissement international. Et c'est l'affaire du Rainbow Warrior. On est en 1985. À l'époque, la France mène ses essais nucléaires dans les eaux de Polynésie. Et Greenpeace, fer de lance des protestations antinucléaires, envoie très régulièrement ses navires dans les eaux interdites afin de gêner les tirs. En juillet 1985, Greenpeace prépare sa prochaine mission. L'organisation doit envoyer le Rainbow Warrior dans les eaux de Mururoa afin d'empêcher la France de lancer son prochain tir. Mais le 10 juillet 1985, alors que le Rainbow Warrior mouille dans un port en Nouvelle-Zélande, une bombe explose à bord du navire et le fait couler. Très rapidement, le gouvernement français est accusé d'avoir lui-même commandité l'attentat. Dans un premier temps, les autorités françaises nient être impliquées. Mais rapidement, les preuves s'accumulent et l'État français est obligé d'avouer. Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau. Cette affaire, les amis, a impliqué les plus hautes sphères de l'État français et le président François Mitterrand en personne aurait même approuvé la mission. Il y aurait tant de choses à raconter sur cette affaire vraiment passionnante, mais je vous en ai déjà trop dit. Ça sera peut-être pour un autre épisode d'Histoire de guerre. Les amis, on arrive à la fin de cet épisode dédié à la sombre histoire des essais nucléaires français. C'était important pour nous de traiter cette histoire qui s'est déroulée en France et qui a encore aujourd'hui des conséquences en Algérie ou en Polynésie française. N'hésitez surtout pas à nous laisser vos commentaires, on prend toujours beaucoup de plaisir à les lire. Et pour finir, un grand merci à Odoo d'avoir été le partenaire de cet épisode. Les amis, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Ce sera pas une histoire de guerre, ce sera un documentaire d'exploration d'un lieu abandonné aux confins du monde. On se retrouve donc fin septembre, début octobre pour notre nouveau documentaire. D'ici là, passez un très bel été et surtout, portez-vous bien. C'est un peu le manège ultime. La transition entre les différents étages de la fusée, c'est aussi super dynamique. Un étage qui s'arrête, tu as l'impression que tu es arrêté net au milieu du ciel. Un étage qui repart, tu prends un coup de pied aux fesses et là tu repars collé au siège. Que ressent-on au décollage vers l'espace? Comment fait-on les gestes du quotidien? À quoi ressemble une sortie dans l'espace à l'extérieur de la Station Spatiale Internationale? Comment se passe d'ailleurs aussi le retour sur Terre? Et puis des questions plus terre à terre, comme par exemple, combien gagne un astronaute? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien après François Hollande qui nous a révélé les secrets du quotidien d'un président de la République. Après aussi Sergueï Girnov et Lindsay Moran qui nous ont dévoilé les secrets de la vie d'un espion. On revient cette fois-ci avec un troisième épisode et un troisième métier. C'est au tour de Thomas Pesquet, rien que ça, de répondre aux questions que l'on se pose tous sur le métier d'astronaute, et ce alors qu'il a effectué 2 missions au sein de l'ISS. Alors il est passé au bureau, on a pris le temps de discuter et c'était passionnant d'écouter ses réponses. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les vidéos suivante de cette série qui visiblement vous plaît beaucoup, et je vous laisse donc avec les réponses. Il n'y a pas de voie toute tracée pour devenir astronaute, si tu veux. Il n'y a pas d'école d'astronaute, il n'y a pas de truc où tu peux t'inscrire qui va t'assurer une formation. En fait, quand tu regardes le profil des gens,
Souvent, c'est des profils quand même un peu scientifiques et techniques. Il y a beaucoup de pilotes aussi, il y a des gens qui viennent de milieux un peu plus militaires. Il faut avoir une première carrière ou deux parfois. Tu vois, il y a des gens qui ont travaillé comme ingénieurs sur une plateforme pétrolière et qui sont devenus pilotes après, ou on aime bien un peu ces profils variés et mixtes. Il faut 3 choses importantes pour devenir astronaute. Il faut un parcours un peu académique parce qu'on va évoluer dans un monde quand même super technique, super technologique, donc sans avoir de prix Nobel, tu vois, et on n'a pas besoin d'être les meilleurs du monde, mais il faut quand même avoir un certain bagage qui va te permettre de comprendre un petit peu tout ça et d'évoluer dans ce monde compliqué. Donc ça, tu le prouves au moment de, on va dire, l'entretien d'embauche ou de ta sélection. Après, le deuxième truc important, c'est ce qu'on appelle le côté opérationnel. Donc ça veut dire qu'il faut aller s'être mis dans des conditions réelles. Si on aime bien les scientifiques qui sont allés sur le terrain, tu vois. Moi, j'ai des collègues qui faisaient de la recherche contre Ebola en Afrique ou qui étaient sur des brise-glaces en Antarctique, des choses comme ça. Donc, il faut cette expérience un peu sur le terrain. Ça peut être aussi dans tes loisirs, hein. T'as un gars qui a plein de sauts en parachute ou des choses comme ça peut être validé, un gars ou une fille. Et le troisième truc important, c'est le côté international. S'être un peu exporté, avoir étudié, travaillé hors de la France, on va dire, pour nous Français, puis être à l'aise avec les langues, ça c'est important. Si t'as ces 3 trucs-là... Académique, terrain et international. Exactement. Si t'as ces 3 trucs-là, tu peux t'inscrire à la sélection et t'as des bonnes chances au moins au début, et ensuite il faut réussir toutes les épreuves de la sélection. Moi, j'aime bien dire astronaute. Alors pourquoi ? Il y a plein de... Les Russes disaient cosmonaute à la base. Cosmonaute, c'est le voyageur du cosmos, donc il va dans l'espace. Ça, c'est bien. Les Américains disent astronaute, le voyageur des astres, des étoiles. Ça, c'est moins correct étymologiquement, parce que les étoiles, c'est quand même loin. Nous, on reste au voisinage de la Terre. Il y a le terme spationaute qui est arrivé. Ça, c'était plutôt dans les années 90. Pour parler des astronautes français du CNES qui bossaient notamment sur le programme Hermès. Alors par extension, maintenant, il y a des gens qui considèrent que spationaute, c'est le terme français. Moi, je suis pas entièrement d'accord, parce qu'en français, astronaute existe. Et puis, si tu veux, c'est un peu bizarre d'avoir un nom différent en fonction de la nationalité du gars qui exerce la profession. C'est une réponse super longue pour te dire que les trois sont corrects, mais astronaute, moi ça me va bien. En plus, on parle quand même beaucoup anglais aujourd'hui dans le monde international, donc on a tendance à dire ça.